Conférence de clôture, pour moi, conférence de clôture, c'est la dernière du colloque. C'est pas une synthèse, c'est pas un accomplissement. Si jamais vous êtes déçus là-dessus, c'est sa faute. Bon. Intervention et résistance au néolibéralisme, ce sont deux termes qui ont des connotations militaires, militantes, il y en a d'autres aussi. Je vais essayer de justifier l'expression et intervention et résistance par la suite. Je vais d'abord procéder pour un premier temps pour introduire cette idée d'intervention en me situant davantage sur le terrain de la philosophie pratique. Et je vais m'engager sur ce chemin-là à partir d'une anecdote pour ensuite développer quelque chose qui, j'espère, ne sera pas anecdotique à vos oreilles. Et dans un deuxième temps, introduire cette idée de résistance à partir d'une question qui me tarabuste, me tournebouloche depuis un bout de temps. Et là, je mettrai davantage peut-être l'accent sur l'éthique. Mais vous verrez rapidement le lien entre les deux. Je donne une définition éthique de la philosophie pratique. Alors, finalement, je parlerai de la même chose dans mes deux parties de mon petit texte. Le lieu duquel je parle, c'est moins du travail d'intervention, ce que font davantage mes collègues. C'est moins aussi du travail de terrain, ce que mes collègues font également, que des préoccupations d'éthique sociale et politique. Il y a certainement une dimension empirique, historique à tout ça, mais pas aussi relevée que ça peut être le cas pour vous. Et ce que je fais, évidemment, c'est une expérimentation. On pourrait même dire que c'est aussi une intervention, parce que je parle d'intervention dans un colloque, donc c'est aussi une intervention, mais ce n'est pas une méta-intervention, soyez tranquilles là-dessus. Donc c'est une expérimentation, j'essaie de mettre ensemble un certain nombre d'éléments qui correspondent non seulement à une vision, une conception, mais aussi ce qu'il me semble avoir fait ces derniers temps, ces dernières années. J'espère, avec tout ce qui a été dit depuis hier matin, que je présenterai rien de bien nouveau. Les termes pourront peut-être être un peu différents, mais je crois qu'il y a des croisements et des intrications suffisamment étroites pour qu'on s'aperçoive que, finalement, ce sont les pièces d'un même vêtement qu'on se trouve à tisser ensemble ici. Alors, premier point sur intervention, à partir d'une anecdote. Il y a quelques années, 6 ans si je me souviens bien, je remplis une demande de subvention CRSH et j'arrive à la question fatidique que vous connaissez tous, c'est quelle est votre contribution au savoir ou à l'accroissement des connaissances? Et là, je régimbe et je me dis, oui, mais est-ce que la philosophie contribue au savoir? Est-ce que c'est une production de connaissances? Et là, par simple esprit de défi, et aussi parce que ça m'énerve de remplir ces trucs-là sur l'écran, je suis parti de l'idée, mais non, la philosophie a d'abord et surtout une relation au non-savoir. Évidemment, ce n'est pas le non-savoir au sens d'ignorance crasse, c'est le non-savoir au sens de la docte-ignorance, de la nescience. Donc, vous voyez tout de suite dans quelle direction je peux m'engager ici. C'est la vieille option socratique. Mais il y a certains autres éléments qui découlent de ça, et je pense que c'est l'ensemble des 5 que je vais présenter, qui va finir par conduire à intervention, qui peut faire sens et vous intéresser ici. Alors, oui, philosophie, rapport au non-savoir, pour autant que l'acception traditionnelle de savoir, c'est le savoir positif ou ainsi de suite. Alors, rapport au non-savoir, le sien propre, ça c'est mon deuxième point, mais celui d'autrui aussi. Troisième point, si il y a ce rapport d'ignorance de moi à vous, ou à plusieurs autres dans un cadre social, eh bien, ce rapport-là, pour moi, c'est un rapport pédagogique. Et ce n'est pas un rapport d'expertise, ce n'est pas seulement non plus un rapport d'expérience vécue, mais c'est un rapport où on questionne nos lieux d'ignorance, de non-savoir, de doute, de scepticisme, ou ainsi de suite. Et ça, pour moi, c'est un rapport pédagogique, parce que la relation que nous avons avec quelque chose qui va être grevé de non-savoir, c'est de s'instruire les uns les autres. Et à mon avis, c'est ça une communauté de recherche, et on pourrait même dire c'est ça une communauté de politique qui cherche à se comprendre elle-même. Alors, un rapport pédagogique, et c'est pas pour rien que j'emploie le mot pédagogique,
parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et vous-même comme enseignant, vous le vivez, et peut-être que vous ne le pensez pas comme ça, c'est l'éros pédagogique. Ça aussi, c'est vieux comme la philosophie occidentale, en ce sens que nous sommes attirés vers quelque chose que nous voulons développer ensemble. Il y a une attirance, il y a un désir qui est mis en œuvre. Évidemment, quand je parle d'éros et d'érotique, dans le contexte actuel où on réduit tout l'éros au sexuel, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. On a nommé hier quelqu'un qui s'appelle Michel Fabre, qui a publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait « L'érotisme des problèmes ». J'espère que c'est un titre qui vous séduit. Et le sous-titre, c'est « L'apprentissage de la philosophie au risque du désir ». Bon, alors vous voyez bien un peu ce que je peux signifier par une relation pédagogique où chacun est un maître ignorant face à l'autre et réciproquement. Je tiens à cette désignation-là parce que on a souvent l'impression qu'on fait de la recherche chacun de notre côté, mais nous sommes toujours finalement co-chercheurs les uns vis-à-vis des autres. Et cette dimension pédagogique, pour moi, est importante, justement parce qu'il y a cet élément érotique, d'attrait, de désir, de mise en mouvement, d'attraction, et ainsi de suite. Quatrième élément, on pourrait penser que le non-savoir dont je parle, le mien, le vôtre, c'est simplement une question peut-être d'erreur ou de scepticisme ou de doute individuel, en aucune manière. Pour moi, ce que l'on va appeler le non-savoir, ou le rapport au non-savoir plutôt, c'est quelque chose qui est instruit socialement. Et donc, la pédagogie dont je parlais il y a un moment fera en sorte que ce qu'on appellerait, ce que moi je vais appeler la philosophie pratique, les philosophies pratiques, je suis tout à fait d'accord avec le pluriel, je vais revenir dans un moment. La philosophie pratique se comprend aussi comme une intervention. Et pour beaucoup de gens, dans le domaine de la philosophie de l'éducation ou de la pédagogie se comprend aussi sous la forme d'une intervention. Mais je vais revenir de façon plus précise sur cette dimension-là, en disant, si la philosophie pratique est une intervention sur ce non-savoir, à partir de nos zones de non-savoir aussi, son but, c'est, à l'échelle collective et sociale, d'assurer, si on veut reprendre le vocabulaire Dewey, la continuité de l'expérience, l'élargissement de l'expérience, dans une communauté d'action, une communauté de savoir. Donc, vous voyez la direction que je prends ici pour penser la philosophie pratique, toujours avec cette idée de rapport à un non-savoir. C'est une conception qui est socratique et c'est une conception finalement qui met l'accent sur ce que fait la philosophie quand elle intervient, moins que sur les contenus eux-mêmes, que l'activité qui est la sienne quand elle se trouve à questionner, problématiser, essayer de désambiguïser et ainsi de suite. Alors, en mettant l'accent sur la dimension d'activité, la dimension de pratique et la dimension éthico-politique, la philosophie pratique comme intervention, c'est certainement pas une philosophie de la pratique, avec toujours la posture de surplomb, c'est une philosophie qui est elle-même pratique et qui se pense à partir de cette intervention. Intervention, bien, mes collègues qui font de l'intervention en éthique utilisent ce terme depuis longtemps. Moi, je l'engage d'une façon un petit peu différente. Je disais que c'est tout à fait traditionnel de partir de cette conception de la philosophie socratique et ainsi de suite. Chez Socrate, qui lui est, que dit-il déjà, il est la mouche du coche, la torpille, le thon et tout ça. Venez à Saint-Venant, vous allez rencontrer des thons, à la tonne aussi d'ailleurs. Alors, il y a une dimension politique à ça qui est assez claire. C'est pour ça que moi-même, je soulignais que non-savoir, la façon dont collectivement on essaie de le dissiper ou de le transformer en autre chose, c'est quelque chose de collectif et social, mais aussi c'est quelque chose de politique, parce qu'on pourrait très bien imaginer, autrefois on employait le terme idéologie, maintenant j'emploie non-savoir, que l'obscurcissement, les contraintes, l'aveuglement des voile d'ignorance, si vous voulez, qu'on vit ou subit socialement, c'est quelque chose qui a à voir avec des relations de pouvoir, des différentiels de pouvoir. Donc, l'idée d'intervention est aussi ancienne que Socrate, mais il y a une dimension à la fois épistémique et politique à tout cela. Je m'avance avec une conception pratique et éthique de la philosophie, et ça, si on cherchait à,
affermir ça théoriquement, ce serait peut-être un peu difficile parce que si je mets l'accent sur son activité, sur ce qu'elle fait, bien, on a en quelque sorte une conception théoriquement sous-déterminée de qu'est-ce que c'est philosopher, puisque c'est faire quelque chose à partir de catégories de concepts et ainsi de suite, qui d'ailleurs souvent peuvent être empruntés à d'autres disciplines, ou même à d'autres secteurs d'activité humaine qui ne sont pas nécessairement des disciplines académiques. Ça peut être les lettres, ça peut être les arts, ça peut même être l'activité politique, et ainsi de suite. Donc, une définition comme celle-là, je ne sais pas si tout le monde serait prêt à l'endosser. Et, ma foi, qu'est-ce qu'on fait de l'épistémologie, de l'histoire, de la philosophie avec une approche comme celle-là? Je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais la généraliser, mais c'est du moins celle qui me permet de faire un certain travail ici. Et généralisation excessive peut-être, sous détermination théorique d'une conception comme celle-là, parce que si je mets l'accent sur ce que fait la philosophie dans une intervention, dans un domaine de questionnement à propos du savoir, du non-savoir, ou ainsi de suite, on peut se demander, ben, est-ce que cette intervention-là va s'épuiser dans ses effets et qu'il ne reste plus rien en dehors de l'intervention elle-même? Vous voyez, si on a une conception de doctrine-ignorance ou de nescience, bien, la philosophie comme doctrine, comme savoir, comme bagage est plutôt maigre. Et ce qui subsiste, c'est la démarche, l'interpellation, l'intervention. Une des manières souvent dont on comprend l'intervention, c'est quelque chose qui se produit du dehors sur quelque chose d'autre. Alors oui, il y a l'intervention humanitaire, policière, militaire, pédagogique, disais-je, philosophie ici. Et en voyant ce terme intervention, je suis moins allé fréquenter les acceptions ou les pratiques qui pouvaient être celles de mes collègues qui font de l'intervention en éthique, que assez curieusement, et c'est là que mon collègue Lacroix avait raison de se moquer un petit peu de moi en disant résistance, yeah. Et il y a des choses tout à fait contingentes là, dans tout ça, comme le fait que ça, ce soit rouge aujourd'hui, mais c'est l'ACP. C'est une référence à Louis Althusser. Et ça me ramène 5 décennies en arrière, la première fois où j'avais pris contact en philosophie, dans mon premier cours collégial, un professeur qui nous faisait lire du Althusser. Bon, alors, j'ai pris quelques temps en fin de semaine pour essayer de retrouver ce qui pouvait m'interpeller intuitivement chez Althusser, et lui disait, et la porte est barrée, vous ne pouvez pas fuir, je parle du marxisme, mais ça ne sera pas long, dans un petit bouquin, Lénine et la philosophie, c'est un oxymore, mais pas pour Althusser. Alors, il disait dans Lénine et la philosophie n'a pas d'objet. Elle n'a pas d'objet déterminé, découpé, ainsi de suite, comme les sciences sociales ou les sciences naturelles, ou ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose d'assez séduisant, parce que si, en effet, la philosophie intervient, si c'est une activité plus qu'un bagage de savoir qui s'accumule ou qui s'applique, c'est quelque chose qui fait un peu sens. Par ailleurs, il indiquait, la philosophie n'a pas d'objet, mais elle est une intervention. Vous pouvez deviner facilement ce que, selon M. Althusser, elle était en termes d'intervention. Pour lui, c'était l'intervention de la lutte de classe dans la théorie. Bon. Pourquoi je reprends quand même un peu Althusser? Parce que pour lui, intervention de la lutte de classe dans la théorie, qu'est-ce qui lui permettait de s'appuyer sur lutte de classe, un savoir qui était le marxisme? Et quand vous lisez ce texte-là, vous êtes très rapidement agacé par l'insistance de M. Althusser sur la science de Marx, la nouveauté épistémologique, et ainsi de suite. Et là, l'intervention s'effectue bel et bien à partir d'une posture d'autorité. Et je pense que c'est la façon tout à fait négative de comprendre l'intervention. Ça ne peut pas être à partir d'une posture d'autorité, parce que si c'était le cas, l'intervention se ferait en occupant le terrain. Et je pense au contraire, et ça a été discuté aussi bien hier qu'aujourd'hui, que c'est moins occuper un terrain, je reprends cette expression-là, j'aurai peut-être un autre terme dans un moment, c'est moins occuper le terrain à partir d'une posture d'expert ou d'autorité qui est à faire ici, parce que dès qu'on pense terrain, c'est que le terrain nous préoccupe déjà. Non seulement, comme disait Mme Zask hier, il n'y a pas de terrain sans enquêteur, mais dès que le terrain est donné, en quelque sorte, il est dans l'enquêteur.
Alors, il préoccupe, il est même préalable à l'intervention là-dessus. Alors, philosophie n'a pas d'objet, c'est une intervention de la politique dans la théorie, ça c'est l'acception de M. Althusser, mais si je recule, si je renverse cette proposition-là en soustrayant la dimension d'autorité, de pouvoir ou d'occupation d'un terrain, eh bien il reste que s'il y a une intervention, c'est qu'antérieurement, il y a d'abord eu une interpellation, une préoccupation, et même parfois des questions directes posées aux gens qui entreprennent une démarche de philosophie pratique, comme je l'entends ici. Alors, ça c'est intéressant, parce qu'on rejoint ici le lien dialectique entre enquêteur et terrain, et comme moi j'ai moins affaire au terrain au sens où Alison en parlait tantôt, ou au sens où mes collègues intervenants et intervenantes le font. Il y aurait peut-être un autre mot à choisir, celui de Champ chez Bourdieu, mais je connais trop peu ici. Mais voyez que je pourrais avoir d'autres choix de termes, mais ce n'est pas fixé encore ici. Alors, à quoi ça peut ressembler cette espèce d'intervention, d'activité qui est celle de la philosophie pratique, selon moi, dans cette définition éthique que je viens de donner, et quand je dis éthique, c'est éthico-politique d'emblée, il y a d'abord une sorte d'interpellation, de question qui est posée, si on est d'abord déjà pris dans un maillage de questionnement et de problématisation approximative, ce que ça signifie, c'est que l'intervention est toujours précédée d'autre chose. Et même si elle a des effets, les effets peuvent souvent être imprévus et relancer à nouveau l'interpellation. Donc, ça peut être un processus continu. Il n'y a pas lieu de parler d'une intervention comme quelque chose de localisé, de ponctuel, qui n'a pas de précédent et dont les suites, on n'aurait pas à s'en préoccuper. C'est un processus probablement circulaire et continu. L'avantage ou l'intérêt de parler d'intervention ici, c'est que ça permet de cerner, je crois, je vais essayer de détailler un petit peu plus ce que ça signifie. Je vais essayer de donner quelques exemples qui ressortent de mes travaux d'illustres inconnus. Alors, premièrement, ça permet d'insister non seulement sur la dimension contextuelle, ça je viens de la rappeler, ce qui est antérieur, ce qui est postérieur, mais aussi la dimension conjoncturelle. Quand la philosophie intervient de cette manière-là, c'est dans un complexe de notions qui pose question de notions, et pour moi, les concepts sont effectivement des habitudes sociales, des habitudes d'action. Alors, c'est quelque chose de conjoncturel. La philosophie pratique y intervient pour essayer de démêler un certain nombre de choses. Et juste pour signaler ce que peut signifier le côté conjoncturel de tout cela, prenons en compte l'aspect suivant. À la chute du mur de Berlin, à la fin des années 80, ou à la chute du bloc de l'Est, au début des années 90, une des préoccupations majeures en philosophie politique, éthique, sociologie, et ainsi de suite, c'était la mondialisation, globalisation, et c'était aussi le cosmopolitisme. 40 ans après, c'est probablement pas la même conjoncture. Là, vous voyez que c'est une big picture que je vous offre au niveau mondial. Mais c'est probablement pas la même chose non plus parce que d'autres préoccupations, d'autres questionnements, d'autres... le mécénisme politique ici est probablement plus du côté « Ah, mais le populisme, c'est quoi? Le protectionnisme, ou ainsi de suite. » Et même Mme Martha Nussbaum, qui a été une fervente cosmopolite, elle annonce un ouvrage pour cet été, si je ne me trompe pas, c'est le Cosmopolitism of Flawed Ideal. Un idéal faussé. Ah bon, alors, qu'est-ce que ça signifie? On lira l'ouvrage et on verra bien. Donc, la conjoncture est changeante. Ça signifie que quand il y a une intervention, c'est dans une conjoncture, c'est défini en partie par cette conjoncture-là, qui, elle, pose des problèmes avec des ambiguïtés, des obscurités, des difficultés à savoir où on s'en va et ce qui se passe. Comme je le disais tantôt, ça ne se fait pas à partir d'une posture d'autorité, mais au contraire, très probablement, à partir de ce qui nous touche, et j'appréciais beaucoup que tu soulignes ça tantôt, Alison, tout comme j'appréciais hier que Joël Zask mette l'accent sur la relation amoureuse avec le terrain. Je pense que quand on repère une difficulté, un problème, quelque chose qu'on veut désambiguiser, il y a quelque chose qui nous séduit dans ce domaine-là, quelque chose qui nous attire, et on y recherche un certain bien
bien cognitif, bien pratique, et ainsi de suite. Et on pourrait reprendre ça de d'autres manières en termes de vulnérabilité épistémique, par exemple. On trouve ça dans un ouvrage d'Erin Gilson sur The Ethics of Vulnerability et ailleurs également. Donc, pas à partir d'une posture d'autorité, mais tout l'inverse. Vous employez, Mme Vasse, l'idée de porosité. Moi, c'est plutôt l'idée de réceptivité ou de disponibilité que j'emploierais. Alors, vous voyez, cette intervention-là, c'est d'abord s'ouvrir au monde qu'on va être capable, dans lequel on va être capable d'intervenir et qui nous a d'abord interpellés. Intervention aussi peut se comprendre sur plusieurs plans ou plusieurs strates. Je commencerai par distinguer l'intervention comme activité dans un lieu qui pose question. Je vais réemployer l'exemple de tantôt. Quand il y a 40 ans, on commençait à parler de mondialisation. On disait, oui, mais mondialisation, c'est économique, globalisation, c'est politique. Quel vocabulaire on doit employer? Ce moment de flottement de vocabulaire est loin d'être innocent, ni épistémiquement, ni pratiquement. Et il y avait beaucoup de travail qui se faisait autour de ces notions-là. Alors, l'intervention peut être théorique, en quelque sorte. On cherche à problématiser ce qu'il en est d'un vocabulaire courant en émergence ou au contraire en déliquescence. Il peut être plus proprement politique parce qu'à ce moment-là, on ne cherche pas seulement à problématiser comme chercheur, mais on problématise en commun comme société. Et là, vous voyez que les deux se rejoignent ici. Et intervention pourrait aussi se comprendre en essayant d'être clair au niveau de notre éthique intellectuelle ou éthique de la pensée. Pascal Angèle va publier ou a déjà publié un ouvrage qui s'appelle « Les vices du savoir », probablement à partir de d'autres options théoriques que les miennes ici, mais ça aussi, c'est quelque chose, je crois, qui vaut la peine d'être remarqué. On peut le penser en termes de méthodologie, on peut le penser en termes d'éthique, du travail philosophique ou éthique. Il vaut la peine, je crois, de soulever aussi cette dimension-là. J'annonçais quelques petits exemples tantôt. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus non plus parce que je vois que j'ai déjà pris 25 minutes. C'est avantageux de donner la conférence de clôture. On peut prendre plus de temps. Mais il y a des risques aussi parce que parfois, à la fin d'un colloque, il ne reste plus personne. Bon. Mais la porte est barrée, si vous voulez. Alors, un premier exemple, sollicitation extérieure. Je lis un article dans Le Devoir, un article de Christian Rioux, qui parle de la notion de vivre ensemble, qui serait un mot valise. Il y a une dizaine d'années, j'ai vu cet article-là, je dis, mais tiens, c'est vrai, on voit cette notion-là qui émerge dans le discours public. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, il y a effectivement un travail de recherche, d'enquête qui peut commencer à se mettre en œuvre ici en disant, oui, mais quels sont les usages sociaux ou encore dans les débats publics ou même les débats intellectuels de cette expression « vivre ensemble ». On s'aperçoit que l'usage remonte peut-être à 20 ou 25 ans. C'est à la fois dans les médias, dans les documents politiques et gouvernementaux, mais aussi, et peut-être plus rarement, dans le domaine théorique et philosophique. Et là, on commence à se demander pourquoi ce terme-là est utilisé aujourd'hui pour parler du lien social ou des dimensions politiques. Alors, vous voyez, la démarche est pour partie aussi empirique. On cherche à voir ce qui se dit dans les usages sociaux, dans les débats publics et ainsi de suite. Mais on interroge cela avec le type d'intervention dont je parlais tantôt. Qu'est-ce qu'il y en est du politique avec l'usage de ce concept-là? Est-ce que c'est simplement un nouvel avatar, je ne sais pas moi, du civisme ou de la bienséance ou ainsi de suite? Ou est-ce que ça témoigne d'une transformation du politique au tournant du 21e siècle? Vous voyez, à partir d'un matériau qui pourrait être beaucoup plus étendu que celui que j'avais pris en compte pour le petit article auquel je me réfère maintenant. Ça aurait pu être une recherche exhaustive là-dessus, avec ses méthodologies propres et tout ça, alors que moi, je faisais simplement le multidisciplinaire philosophe. Vous savez ce que c'est, hein? Le philosophe phagocyte le temps de sa recherche, la sociologie, la science po, la statistique, ou ainsi de suite. Et ensuite, on revient à notre posture traditionnelle. Alors, de ce point de vue-là, je ne suis pas très original. Je ne suis peut-être pas très ni multi, ni pluridisciplinaire, ou encore moins interdisciplinaire. Mais donc, il y a un élément d'interpellation, il y a un élément d'exploration avec des éléments empiriques, mais il y a aussi, c'est ce que j'appelle proprement l'intervention. Vivre ensemble, ça veut dire quoi?
Et bon, mon hypothèse, c'était que vivre ensemble, c'est probablement une traduction nouvelle du politique, qui est davantage horizontale ou au niveau de la société civile, alors que traditionnellement, c'était au niveau vertical, l'État et ainsi de suite, le pouvoir souveraineté, alors que le vivre ensemble serait probablement une autre acception du pouvoir, qui n'est pas celui qui fonctionne à l'exclusion, mais à l'inclusion et au commun. D'autres petits exemples, j'ai aussi produit un petit texte sur l'usage du mot mal, evil, en politique internationale, surtout de la part de la politique américaine. Là aussi, avec un peu le même genre d'enquête, hein, quel type de discours sont tenus, qui les tient, à quel moment, dans quelle période historique, et ainsi de suite, et qu'est-ce que ça peut bien signifier. Est-ce que c'est un terme qui a un poids normatif ou simplement un poids rhétorique? S'il est ancré dans des traditions religieuses, est-ce que c'est déterminant ou discriminant pour son emploi, ou ainsi de suite? Alors, vous voyez, ce type d'intervention-là peut aussi se faire ici. Et il y a des choses assez extraordinaires qu'on rencontre, même dans des recherches comme celle-là, aux gens qui sont habitués à penser la société en termes de régulation. Eh bien, ce que l'on voit depuis 2 ans et quelques, c'est qu'il y a même de la tweetosphère ou de la régulation par les tweets. Vous savez de quoi je parle. Alors, c'est tout à fait inattendu. Et ma conjointe s'amusait avec moi, elle dit « Oui, c'est pas seulement la tweetosphère, c'est aussi la tweetosphère. » Alors, tweet or tweet, bon. Mais c'est un phénomène réel quand même, je crois, ici. Ça peut parfaitement être interrogé. Bon, sur d'autres domaines également, il y a quelques années, je participais à un colloque sur radicalisation conduisant à la violence. Tiens, c'est le terme qui semble consacré depuis quelques années. Ah, avant, il y avait d'autres trucs, intégristes, le reste. Il y avait un flottement dans le vocabulaire, et ça m'avait interpellé, parce que je savais par ailleurs, par une petite formation en histoire de la philosophie, que le lien entre religion et politique, religion et violence politique, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, ça date au moins de la réforme protestante en Europe. Et c'est très intéressant, là, l'espèce d'enquête empirique, c'est une histoire des idées, chez les philosophes, mais ailleurs, pour voir que le lien entre religion et violence politique a été pensé tantôt sous le chef de Schwärmerei, hein, l'illumination, assez loin de Aufklärer, de Kant, et aussi sous le terme de fanatisme, d'enthousiasme, et ainsi de suite. Et donc, on peut faire une chaîne conceptuelle sur quelques siècles qui nous aide aujourd'hui encore à dire, si on veut désambiguiser cette question-là, on peut aussi s'instruire du passé. Donc, je laisse tomber quelques autres exemples. Tout cela pour arriver à dire que philosophie pratique comme intervention essaie de cerner dans l'usage des concepts, les ambiguïtés, le non-savoir avec lequel je suis parti, essaie de cerner qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, la simple répétition du passé avec des oripeaux différents? Et ça, en quelque sorte, ça permet d'être au fait de quel est le pouls politique de notre société dans la conjoncture qui est la nôtre. Et la conjoncture, ça peut être les 2 années maintenant, ça peut être 20 années, ça peut être un siècle. Ça dépend de quelle façon on découpe notre champ ou notre terrain. Alors, sur ce premier terme, intervention, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner une définition actentielle, pratique, de la philosophie pratique. C'est elle-même qui est pratique dans son travail d'intervention, dans le champ des questionnements, de la problématisation, qui est aussi quelque chose de commun, de collectif et de politique. Résistance, maintenant. Là, encore une fois, on a affaire à un terme chargé, militaire, militant, politique aussi. Pourquoi employer résistance? Peut-être, comme Richard me l'a dit hier, c'est simplement marketing, ça attire un peu et tout ça. Mais il y a davantage que cela. La question lancinante, et c'est ce que j'avais annoncé tantôt, la question lancinante et qui me fait retenir l'idée de résistance, c'est celle-ci. Il y a une sorte de coïncidence historique dans les années 80, à peu près, un peu avant, un peu après, entre l'émergence de l'éthique appliquée et l'émergence du néolibéralisme. Et je suis loin d'être le seul à faire ce genre de remarques. Je vous donnerai quelques noms de chercheurs tantôt là-dessus. Et pourquoi c'est une question lancinante qui me turlupine, me tourne bouloche?
Parce que, semble-t-il, comme il arrive souvent dans l'histoire occidentale, à tout le moins, qu'on se mettra à parler d'éthique au moment où une autre forme d'éthique ou de morale disparaît, s'effrite, tombe en obsolescence. Et si éthique appliquée apparaît au même moment que néolibéralisme, bien, il se trouve que le néolibéralisme a son propre discours éthique ou sur l'éthique ou en éthique. Alors, résistance, mettre en relation, sinon même de confrontation, éthique appliquée et néolibéralisme, parce qu'il y a effectivement ici un jeu de pouvoir qui se joue. Le néolibéralisme requiert, exige, crée sa propre dimension éthique, et en éthique appliquée, on propose autre chose, mais qui pourtant, parfois, utilise les mêmes mots, le même vocabulaire. Alors, c'est cette espèce de point de rencontre qui m'intéresse, et comme pour moi, ici, néolibéralisme a envahi la planète, je pense qu'il est justifié de parler de résistance pour signifier que éthique appliquée, philosophie pratique a un travail de repoussoir, en quelque sorte, à faire ici. Alors, résistance de l'éthique au néolibéralisme, pourquoi? Quand je parle de résistance, vous voyez encore une fois que c'est un vocabulaire qui est conjoncturel. Il y a 40 ans ou 50 ans, avec M. Althusser et l'extrême gauche québécoise ou occidentale, on aurait parlé de révolution. Je parle de résistance, et ça, c'est loin d'être nouveau non plus. C'est probablement le terme préféré quand il s'agit de parler de combat et de lutte aujourd'hui. Encore une fois, la conjoncture est importante ici. Si du temps de Dewey, lui pouvait présenter son méliorisme, son évolutionnisme comme l'opposé aux tendances révolutionnaires de son temps, dans le contexte actuel, c'est plus la même chose qu'on a. Hein. Si on a un méliorisme du type de Dewey, c'est plus révolution qu'on entend, mais le catastrophisme. Alors, vous voyez que la conjoncture change aussi dans ces termes-là. Alors, vocabulaire de la résistance, pas de révolution, mais il y a ceci de particulier quand on commence à parler de résistance, c'est comme si on disait « il faut résister car le terrain est en train d'être occupé ». Et là, on revient, c'est pas pour rien que j'emploie cette expression-là, on revient à un sens du politique qui est peut-être différent de celui que j'ai annoncé en sous-main jusqu'à maintenant. Parce que si on dit le terrain est occupé par le néolibéralisme avec ses exigences d'efficience, d'agents capables, de compétences et ainsi de suite, on se trouve à faire retour, en quelque sorte, à la conception plus traditionnelle du politique. Le politique comme souveraineté, le politique comme jeu à somme nulle, ce que vous avez, l'autre l'a pas, ou encore le politique comme appropriation. Si on dit que le terrain est déjà occupé, c'est comme s'il était déjà défini et qu'une partie ou une autre pouvait l'occuper dans un jeu de force. Alors que tantôt, quand on parlait de terrain, on dit non, le terrain est défini par une enquête et une démarche, il n'est pas préexistant. Ah, ici, on revient à une conception plus ancienne. Alors, ce qui se trouve être en jeu ici, dans cette idée de résistance, c'est de dire le monde dans lequel on vit est encore, pour une bonne part, structuré selon ce paradigme du politique, le paradigme comme souveraineté ou comme jeu à somme nulle, ou ce que j'appelle le pouvoir comme unitaire, alors que dans une optique d'intervention, dans une optique pragmatiste, dans une optique féministe probablement aussi, et probablement aussi à la Foucault et quelques autres, on parle de pouvoir en commun. Et ici, ce pouvoir-là, il est incrémental du fait que les individus puissent se rejoindre et coopérer. C'est un pouvoir de partage, c'est un pouvoir qui n'est pas d'appropriation, mais d'abandon. Le terme est assez fort, mais on laisse place. Je parlais tantôt de vulnérabilité ou ainsi de suite. Et c'est un pouvoir pluriel. Alors, il y a comme deux conceptions du politique qui se trouvent en présence ici, et ce sont ces deux-là qui alimentent des éthiques différentes. Éthique appliquée, comme je l'ai dit tantôt, ou celle qui se trouve, semble-t-il, être infusée, exigée par le néolibéralisme. Occuper ce fameux terrain, mais par quoi? Et je pense que je vais avoir terminé dans 5 ou 7 minutes, donc il y aura du temps pour les questions. Je n'ai pas osé dire au début, je vais être bref, parce que ça veut dire qu'on va prendre 1h30. Bon, alors, occuper par quoi? Non seulement je sais bien, néolibéralisme, c'est un grand méchant loup, ça semble être un homme de paille ou une construction ad hoc pour dire « Ah, nous allons, les résistants qui allons nous opposer à un pouvoir énorme,
on peut en tirer une très grande vanité dans tout ça. J'essaie de laisser ça de côté autant que possible. Alors, néolibéralisme, ce qu'il produit, c'est non seulement des normes d'efficience, d'efficacité et ainsi de suite, mais, et je pense que le pragmatisme qu'on a évoqué et discuté depuis le début du colloque porte peut-être un peu moins attention à ça, mais les approches foucaldiennes davantage. Non seulement le néolibéralisme, dis-je, produit des normes, mais il produit des sujets aussi qui y correspondent. Alors, toute l'expression qui m'intéresse et qu'a annoncé André tantôt, la subjectivation politique, nous, comme sujet, acteurs, comme agents, nous ne naissons pas sous un chou ou après la pluie comme des champignons. Je crois que c'était l'expression de Thomas Hobbes. Nous sommes aussi formés dans un univers culturel, normatif, avec des habitudes d'action. Et en ce sens, nous sommes capables d'agir, mais à partir d'une socialisation première, secondaire et peut-être tertiaire. Donc, la subjectivation politique, comment nous devenons sujets ou comment nous devenons agents, si vous préférez cette expression-là, mérite tout à fait d'être prise en compte. Donc, subjectivité politique, agentivité, et on pourrait même rajouter la dimension d'affectivité, celle que j'avais pointée du doigt tantôt avec l'idée d'Eros. Cela est en quelque sorte demandé, sinon exigé, non seulement dans les milieux de travail, mais dans nos sociétés occidentales en général. Vous devez faire un travail sur vous-même, de sorte à être capable, compétent, autonome, responsable, libre, innovant, et ainsi de suite. Alors, vous voyez très bien qu'une bonne partie de ces termes-là sont aussi ceux qu'on peut facilement employer en éthique. Alors, comment se fait-il, et c'est ma question qui me tarabuste, comment ça fait-il qu'il y ait ce double ou ce triple emploi de termes qui apparemment sont semblables, mais qui, semble-t-il, prennent des voies divergentes? On se trouve donc ici à avoir une sorte de conflit des éthiques, des subjectivités, des agentivités ou des acteurs. Petit exemple de cela. Autorégulation. Vous vous souvenez qu'il y a une vingtaine d'années ou un peu plus, quand on a commencé à parler de la pratique sociale de l'éthique au Québec, un des termes privilégiés de la discussion, ça a été de dire « Ah, mais l'éthique se comprend comme autorégulation par opposition à l'hétérorégulation, qui serait l'imposition extérieure de normes sur des pratiques. Mieux vaut penser l'émergence de normes à l'intérieur des pratiques, ce qu'on appelait l'autorégulation. » Mais autorégulation et hétérorégulation sont des concepts sociologiques qui ont d'abord été pensés pour réfléchir l'action de l'État sur des organisations privées ou publiques, mais l'éthique appliquée, elle, au début, en a fait un usage assez large, et je trouvais très curieux de voir certaines de mes étudiantes et de mes étudiants, à la fin de leur cours, de dire « moi, monsieur, madame, je m'autorégule. » Oui, est-ce qu'on n'a pas ici changé de domaine, et ainsi de suite? Là où je veux en venir, c'est ceci. L'idée d'autorégulation, c'était le concept du néolibéralisme d'il y a 40 ans, d'il y a 30 ans, vis-à-vis de la déréglementation et ainsi de suite. Alors, il est très étrange que, au début de l'émergence de l'éthique appliquée, ce terme-là ait pu servir à la fois pour désigner ce que l'on souhaitait nous-mêmes poursuivre comme discipline nouvelle et émergence à l'époque, mais aussi pour soutenir une entreprise de réformation du monde économique à l'époque. Okay, le même terme. Alors, là où la question me tarabuste, c'est est-ce que l'éthique appliquée n'est finalement qu'une espèce de surgeon non questionné du mouvement néolibéral depuis 40 ans? Je ne pense pas. Mais il reste qu'il y a une proximité ici qui est plus que seulement de vocabulaire, mais qui est probablement et très proprement politique. Il y a un jeu de pouvoir très fort ici pour déterminer ce que pourra être dans la pratique, aussi bien que dans la conception, une démarche éthique ici. Donc, je continue avec cette idée-là. On a pu voir, je vais juste terminer sur l'idée d'autorégulation. J'ai revu tantôt un article de notre collègue Yves Boisvert, qui date de 1997, et qui disait l'éthique est une sorte de suppléance politique. Vous voyez ici, on est vraiment à l'interface de la question qui me préoccupe. Refondation, réingénierie, transformation du rôle de l'État, étant donné le développement économique de l'époque, et en même temps, réflexion sur l'éthique, est-ce qu'elle pourrait bien être pour intervenir, corriger, réorienter ce changement-là en cours.
Je donne 2 autres exemples et je vais terminer dans quelques minutes. On a assisté vendredi dernier à une superbe soutenance de thèse de Marie-Claude Boudreau qui s'intéressait à l'idée de compétences éthiques. Une bonne partie de son travail a consisté à dire les usages et académiques et managériaux et en éducation et dans bien d'autres domaines de l'idée de compétence expriment surtout un contrôle social. Alors, si on veut penser compétences éthiques, c'est certainement quelque chose qu'il faut repousser parce qu'on ne parle pas de contrôle en éthique, ce serait autre chose. Donc, il faut réinventer, voyez le type d'intervention dont je parle tantôt, il faut réinventer un concept nouveau pour ne pas, en quelque sorte, se faire phagocyter par le vocabulaire existant sur ce plan. D'autres exemples, et je vais terminer là-dessus, j'en ai encore 2, un qui va être un petit peu plus long et l'autre qui va durer juste 30 secondes parce que ce n'est qu'un projet. Quelque chose que vous connaissez bien, responsabilité et responsabilisation. Ce que souvent le néolibéralisme exige sur les lieux de travail, entre autres, c'est que vous deveniez un entrepreneur de vous-même. Hein? Un self-entrepreneur, ou non seulement le self-ownership, mais aussi l'entrepreneur de soi. Et il me vient en tête ici, je crois, l'expression d'Erin Gilson qui s'appelait non seulement masterful subjectivity, mais entrepreneurial subjectivity. OK. Alors, si effectivement le néolibéralisme cherche à produire ce type de sujet, ce sont des sujets capables, des sujets qui peuvent agir de façon et décider de façon autonome, mais aussi des sujets responsables. Alors, que devient responsabilité quand elle est davantage une injonction qu'une démarche que l'on suit en propre? Il y a pléthore de réflexions ici sur ce sujet, que ce soit en management, en philosophie, en sociologie et tout ça. Je vous en nomme simplement quelques-unes, et je ne vous dis même pas si je les ai tous lues ou non. Une toute récente de Jean-Marie Donegani, La normativité contemporaine et l'impératif d'autonomie. Philippe Fournier, 2015, La responsabilité comme mode de gouvernement néolibéral. Marlène Jouan, 2012, L'autonomie entre aspiration et injonction. Céline Guilleux, en 2011, La fiction de la responsabilisation des individus en environnement et santé. Émilie H., en 2007, La responsabilité, une technique de gouvernementalité néolibérale. Alors, vous voyez bien ce qu'il en est ici. J'en ai quelques autres. Danielo Mastrocelli, Figure de la domination. Et la domination, pour lui, c'était cette idée de responsabilisation. Thomas Périeux, L'autonomie est-elle encore un idéal d'émancipation dans le travail? Et un texte plus ancien. Et ça démontre en quelque sorte le moment où commençait à s'instaurer cette idée de responsabilisation. Un texte de management produit au Québec par Hardy et autres en 1990. La responsabilisation comme stratégie de modernisation de la fonction publique. Alors, vous voyez un peu ce qui est en jeu ici. Responsabilité, responsabilisation. Parfois, le même mot responsabilité est employé dans cette optique-là de transformation du milieu de travail pour répondre à des objectifs d'efficience, de meilleures pratiques, ou ainsi de suite. Alors, l'éthique appliquée, c'est son milieu. C'est le milieu dans lequel elle évolue, et elle évolue en utilisant pour partie d'un vocabulaire qui, à première vue, est semblable à celui qui est à contresens de ce qu'elle veut accomplir. C'est pour ça que j'ai employé donc le mot résistance, parce que le mot résistance peut laisser entrevoir non seulement, ce qu'on veut repousser pour laisser un peu de place, mais peut aussi laisser entrevoir un terme qui n'a pas tout à fait perdu de son sens aujourd'hui, celui d'émancipation. Bien sûr, au sens traditionnel, émancipation veut dire se débarrasser d'une tutelle, mais émancipation au sens de, pas nécessairement de libération, de désaliénation, mais d'ouvrir un espace politique plus large, pour reprendre encore une fois les expressions pragmatistes, l'élargissement de l'expérience. Et l'expérience, comme le soulignait Mme Zask, peut très bien s'étendre pas seulement sur les relations entre les humains, moi qui vis à la campagne, c'est aussi les relations avec, oui, les plantes. Quand vous parliez de Rousseau, qui lui, qu'il a été, non pas botaniste, mais qu'est-ce qu'il faisait à Chambéry? Donc, il collectionnait les plantes, herboriste. Et que pour lui, c'était l'éducation des choses. Moi, vivant à la campagne, je vous dis que les moustiques nous éduquent pas mal. Bon, et bien d'autres choses encore. Dernier petit exemple, mais ça c'est seulement mon projet à propos de subjectivation.
Oui, on peut parler d'autorégulation, on peut parler de compétences, de responsabilisation, mais il y a aussi un domaine où il y a la même difficulté et ambiguïté. C'est à la fois de conception et de pratique, c'est l'amour. Alors pour moi, j'ai un projet, peut-être à ma retraite, subjectivation politique de l'amour, comprenant amour ici comme la relation romantique moderne, l'amour romantique moderne entre personnes, pas l'amour de Dieu ou des plantes ou de la nature. Bon, on verra bien. Alors, vous voyez ce sur quoi je me trouve à déboucher, finalement, c'est cette situation un peu paradoxale où des recherches actuelles nous montrent que le terrain ou le lieu d'intervention de la philosophie pratique ou de l'éthique, au sens de l'éthique appliquée, c'est celui où, paradoxalement, le vocabulaire éthique lui-même, l'espèce d'éthicisation des milieux de travail et peut-être plus largement aussi de la société, donc se trouve à utiliser le vocabulaire éthique. Et curieusement, ce vocabulaire-là semble, là ce serait à démontrer, mais d'autres le font avec moi, Wendy Brown l'a fait de façon exemplaire, je crois, en parlant de la destruction du démos ou son dernier ouvrage, Dans les ruines du néolibéralisme, que ce vocabulaire-là, curieusement, est aussi un outil de domination et de subordination. Alors, il y a lieu, je pense, il y a intérêt à conserver le vocabulaire de résistance pour penser ce genre de conflit, plutôt que de façon peut-être un peu trop unilatérale, de penser à la Dewey que oui, nous pouvons améliorer, étendre l'expérience et ainsi de suite, mais il y a ce type traditionnel du politique qui est occuper le terrain. Et face à cela, l'éthique doit en quelque sorte développer un volet stratégique et se penser comme résistance dans un but d'émancipation. Donc, ce que j'ai fait, c'est une sorte d'expérimentation, parce que j'ai noué bien des choses, je ne suis pas certain que ça tiendrait la route bien longtemps. Saisir la philosophie pratique dans sa conjoncture actuelle, et j'ai essayé de le faire à partir de la pratique qui a été la mienne ces dernières années. J'ai annoncé, plus que développé, une conception éthique de la philosophie pratique, à la Socrate, ou ainsi de suite. Et j'ai insisté sur le fait que intervention et résistance doivent aller de pair, parce que les deux ont un volet aussi bien éthique que politique.